Bonjour, on se retrouve pour la fiche numéro 7, dynamique du véhicule, vitesse, centre de gravité, force centrifuge, adaptation dans la conduite et ensuite conduite d'un tracteur routier en solo. Comme toujours, je vous propose un plan et comme souvent également, il suit bien la fiche qui est proposée. Donc la vitesse, on donnera la définition, le centre de gravité également, même chose pour la force centrifuge. L'adaptation dans la conduite, on verra pourquoi et quand. Et pour la conduite d'un tracteur en solo, donc ça, c'est uniquement pour les personnes qui passent le permis CE, le tracteur semi ou le camion remorque. On verra les particularités et dangers et donc les précautions à prendre. Donc c'est une fiche assez complète, c'est peut-être même la plus longue. Et c'est l'une qui est, enfin, je la trouve très intéressante. Alors, la vitesse, définition de la vitesse, tout simplement. À l'examen, on va vous demander de parler de l'énergie cinétique. Donc, un véhicule en mouvement accumule une énergie, c'est l'énergie cinétique. L'énergie cinétique, c'est quoi? Si on donne la définition, c'est la force du véhicule en mouvement. Voilà ce que vous pouvez dire, c'est l'énergie cinétique, c'est la force du véhicule en mouvement. J'ai mis une autre proposition, on peut dire aussi que c'est la force qui s'oppose à l'arrêt. Et puis plus vulgairement, on pourrait dire c'est son élan du véhicule, c'est l'élan du véhicule. Mais je vous propose comme réponse auprès de l'inspecteur la force du véhicule en mouvement ou bien la force qui s'oppose à l'arrêt. Un véhicule qui a beaucoup d'énergie cinétique est donc plus dur à arrêter. Et si malheureusement il heurte un obstacle, les dégâts seront importants. Et donc la formule que l'on voit maintenant, c'est EC, énergie cinétique, égale à 1 demi de mv carré. Donc on voit tout de suite qu'il y a deux critères, M et V. Donc les deux facteurs M, c'est la masse du véhicule et V, c'est la vitesse au carré. Et donc, on peut déjà voir par rapport à la formule que c'est la masse multipliée par la vitesse. Donc plus le véhicule sera lourd, plus l'énergie cinétique sera grande, et plus le véhicule roulera vite, et plus l'énergie cinétique sera grande. Et je rappelle que quand l'énergie cinétique est grande d'un véhicule, c'est plus dur pour l'arrêter. Alors maintenant, une petite diapo pour montrer cela avec plus de détails. Je vous propose de faire la comparaison de deux camions, d'abord sur les masses, ensuite sur les vitesses. Donc prenons un premier camion qui roule à une certaine vitesse, peu importe, on va prendre la même vitesse pour les deux camions, et la première fois, il roule, et la première fois, il a une masse de 10 tonnes, hein, une masse totale de 10 tonnes. Donc dans la formule, on a ici 1,5 de multiplié par 10 tonnes, c'est 10 000 kg, j'ai mis en kilos, fois la vitesse au carré, ça va nous faire une réponse. Et je prends ce même véhicule 3 fois plus lourd, donc au lieu de faire 10 tonnes, il fera 30 tonnes, et dans la formule, 1,5 multiplié par cette fois-ci 30 000 kg fois la vitesse au carré va nous donner un résultat. 1,5 et 1,5, v au carré, c'est la même chose. Donc le résultat, on se rend bien compte qu'il sera 3 fois plus grand dans le deuxième cas. Donc c'est très logique. Comme mon véhicule est 3 fois plus lourd, l'énergie cinétique sera 3 fois plus grand. Donc attention. Maintenant, est-ce la même chose pour la vitesse? Alors cette fois-ci, on va mettre les deux véhicules à la même masse. Donc je les mets à 10 tonnes. Le premier roule à 40 à l'heure, donc je reprends ma formule, 1,5 multiplié par 10 000 kg, cette fois-ci il roule à 40 à l'heure, 40 au carré, ça nous fait 1600. Le deuxième véhicule, je vais deux fois plus vite. Donc toujours 1,5 multiplié par 10 000, ça ne bouge pas, le même tonnage. Et il va deux fois plus vite, donc il roule à 80. 80 au carré, c'est 6400. Donc ici, dans la formule, on se rend compte que le résultat, 1,5 fois 10 000, 1,5 fois 10 000, c'est la même chose. Par contre, 6400 par rapport à 1600, ce n'est pas deux fois plus grand, c'est 4 fois plus grand. Parce que c'est dans la formule, c'est au carré, bien sûr. Donc, quand je vais deux fois plus vite, mon énergie est 4 fois plus grande, car c'est au carré. Si j'allais 3 fois plus vite, mon énergie serait 9 fois plus grande. Donc, c'est quelque chose d'important, ça.
Donc un véhicule chargé qui roule vite est bien plus difficile à arrêter, raison pour laquelle il faut réduire sa vitesse quand nous sommes avec un chargement lourd. Maintenant, voyons le centre de gravité. Alors, le centre de gravité, c'est le point d'équilibre d'un objet. Ça s'applique à tous les objets. Par exemple, ici, une palette avec d'un côté un fût lourd et de l'autre côté quasiment rien. Donc, le centre de gravité va être au niveau du fût. Si vous devez prendre votre palette avec un chariot ou avec un transpalette, vous allez la prendre du côté gauche, dans le sens du fût. Ici, une petite explication que je fais à mes élèves. Imaginons qu'on relie un ballon de volley avec une boule de bowling. Si je donne un coup de pied dans le ballon de volley, la boule de bowling ne va pas bouger, quasiment pas. Parce que le centre de gravité de l'ensemble des deux se trouve au niveau de la boule de bowling, qui est beaucoup plus lourde que le ballon de volley. Par contre, si je fais rouler la boule de bowling, le ballon de volley va suivre. Ce qui prouve bien que c'est le centre de gravité qui dirige l'ensemble. Donc voyons cela maintenant pour un véhicule. Ici, mon véhicule à la construction, le constructeur fait en sorte que le centre de gravité se trouve le plus bas et le plus au centre possible pour avoir une bonne stabilité. Si je fais une vue d'avion, ici, mon véhicule, on aura le centre de gravité qui se trouve au niveau du tablier, là, dans la caisse, le plus bas possible, on a vu là, et le plus au centre possible. Et maintenant, si on effectue ici, vous voyez, j'ai mis dans la caisse à l'arrière une masse. Une masse qui est positionnée à l'arrière en hauteur. On va dire que devant, il n'y a rien. Du coup, le centre de gravité va se déporter vers l'arrière et vers la hauteur aussi. Vous voyez? Alors, il ne faudrait surtout pas faire un chargement comme ça, bien sûr, puisque là, on va se retrouver avec un centre de gravité en hauteur et déséquilibré par rapport aux essieux. Ici, sur le schéma de droite, si je devais charger par exemple quelque chose comme ça, nos centres de gravité va également se déplacer vers l'arrière et sur le côté. Donc ça nous ferait ça. Et là, on imagine bien aussi la stabilité du véhicule qui est très mauvaise. Perte d'adhérence sur le côté gauche. Donc le centre de gravité est déterminé à la construction et il doit se trouver le plus bas possible. Il varie en fonction de son chargement et bien sûr en fonction de comment est le centre de gravité, cela va avoir un effet sur la conduite du véhicule. Un effet de ballon, si c'est de la marchandise qui peut bouger. Sinon, ça peut aussi faire des écarts de trajectoire, voire même un risque de renversement, voire une sortie de route. Maintenant, voyons la force centrifuge. Donc, c'est la force qui, dans un virage, entraîne le véhicule à l'extérieur. Voilà la définition. La force qui, dans un virage, entraîne le véhicule vers l'extérieur. La formule, c'est la suivante, mv carré divisé par R. R, c'est le rayon de la courbe. On retrouve mv carré, c'est la même chose que l'énergie cinétique, bien sûr, puisque la force centrifuge, c'est une énergie cinétique, mais dans un virage, en fait, pas dans une ligne droite. Alors, la force centrifuge dépend de la masse du véhicule, de la vitesse au carré et du rayon de la courbe. Donc, voyons un petit schéma. On a ici un virage avec un véhicule qui suit une certaine trajectoire pour prendre le virage. Et si on a une masse et une vitesse, surtout une vitesse trop importante, puisque la masse de votre camion, vous ne pouvez pas la changer. Le rayon, on reste dans sa trajectoire, hein. Si on était sur un circuit de course, on pourrait modifier le rayon, mais là, on reste sur une trajectoire à peine modifiée. Et donc, la force centrifuge, c'est cette force qui attire le véhicule vers l'extérieur. Donc, si cette force ici est trop grande, puisque vous arrivez trop vite dans votre virage, qu'est-ce qui va vous arriver? Ici, en bleu, représentez le rayon du virage. Vous voyez, ce petit trait-là, c'est le rayon. Et donc, si la force centrifuge est trop grande, eh bien, notre véhicule va sous-virer. Sous-virer, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va aller tout droit. Voilà, la flèche bleu ciel. Au lieu de suivre cette flèche jaune, on va avoir l'addition des deux forces, la jaune et la violette, et notre véhicule va sous-virer, il va aller tout droit dans le virage. Vous voyez, en sortie de virage, on n'arrive plus à tourner, on est attiré vers l'extérieur du virage.
Donc on parle souvent de virage, mais bien sûr, la force centrifuge, c'est valable également dans les ronds-points, c'est valable également quand vous tournez à gauche ou à droite à une intersection. Mais en général, dans les ronds-points et dans les intersections, les vitesses sont réduites, le danger est moindre. Petite explication que je donne à mes élèves, petit moyen mémotechnique, centrifuge, fuge, ça veut dire fuir. C'est la force qui fuit le centre, hein. La force centrifuge, c'est la force qui fuit le centre. Et à l'inverse, la force qui va vers le centre, c'est la force centripète. Mais ça, l'inspecteur ne vous le demande pas. Quatrième point, l'adaptation dans la conduite des différents points que l'on vient de voir, c'est-à-dire le centre de gravité et la force centrifuge et l'énergie cinétique. Donc, pourquoi adapter sa vitesse déjà? Pour éviter l'accident, bien sûr. Avoir une conduite sécuritaire, c'est assurer la sécurité des autres usagers, assurer notre sécurité à nous et assurer également une bonne conservation de la marchandise. Voilà pourquoi on adapte sa conduite. Quand? Eh bien, quand on va adapter sa conduite, il y a plusieurs critères. On a vu le chargement. Si on est obligé de charger une marchandise lourde en hauteur en plus, donc on va réduire sa vitesse. La configuration de la route. Est-ce qu'on a des virages? Est-ce qu'on a des montées, des descentes? La densité du trafic. Sommes-nous seuls sur la route? Est-ce qu'il y a beaucoup de circulation? Les conditions météo. Est-ce que la chaussée est glissante avec la pluie? Est-ce qu'il y a du vent latéral? Est-ce qu'il y a du brouillard? Est-ce qu'il y a un soleil aveuglant? Les conditions de visibilité. Est-ce qu'on est le jour? Est-ce qu'on est la nuit? Est-ce qu'il y a une fumée? Est-ce qu'il y a quelque chose qui nous gêne niveau visibilité? Le respect de la réglementation. Bien sûr, on va choisir aussi sa vitesse en fonction du code de la route. Est-ce qu'on roule en agglomération? Est-ce qu'on roule sur une route prioritaire, sur une route à caractère non prioritaire ou sur une autoroute? Et enfin, comment est-ce qu'on adapte sa conduite? D'abord, ben, puisqu'on a parlé du chargement, il faut d'abord s'assurer que son chargement est bien réparti, bien équilibré sur la caisse, il est bien arrimé, en essayant de faire un chargement qui respecte le centre de gravité le plus bas et le plus au centre possible. Et ensuite, on adopte une conduite souple et préventive. Préventive, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on sait lâcher l'accélérateur, on sait réduire sa vitesse quand on, on décèle un problème ou quand on a tout simplement un manque de visibilité. On connaît la réglementation, bien sûr, à respecter, je l'ai cité juste avant, et savoir aussi utiliser les accessoires de son véhicule. Pour adapter sa conduite, on a un véhicule équipé d'un limiteur de vitesse, mais on a aussi un régulateur qui peut nous aider. On a aussi une boîte de vitesse manuelle ou automatique. Une boîte automatique, on peut la remettre en manuel pour avoir du rétrogradage et du frein moteur. On a aussi le ralentisseur, que je n'ai pas écrit là. Avec le ralentisseur, on va aussi réduire sa vitesse. Donc voilà différentes idées pour l'adaptation dans la conduite. La conduite d'un tracteur en solo. Particularité et danger. Eh bien, la conduite en solo, c'est très inconfortable et le véhicule a une très mauvaise stabilité. Le véhicule est très sensible aux moindres déformations de la route. Si la route est mauvaise, le tracteur est secoué dans tous les sens. Quand on prend un ralentisseur, on sent vraiment bien le ralentisseur. Ça, c'est les particularités. Le freinage qui est réduit. Pourquoi le freinage est réduit? Parce que sur l'essieu arrière, il n'y a pas de poids. Donc, comme on a un répartiteur de freinage, il n'y a pas de poids à l'arrière, donc le freinage est réduit à l'arrière. Et l'adhérence est également aussi réduite, toujours sur les roues arrière principalement, parce qu'on n'a pas de poids. L'adhérence aussi bien à l'accélération qu'au freinage. À l'accélération, trop de puissance à l'arrière, donc les roues risquent de patiner. Et au freinage, pas assez de freinage à l'arrière, donc les roues peuvent glisser. Et si on tourne le volant, on peut se mettre de côté avec son véhicule. Donc les précautions par rapport à tout ça, dans un premier temps, on respecte la limitation de vitesse, on adapte sa vitesse, on conduit souplement aussi bien avec le volant qu'avec les autres commandes, principalement avec le frein, avec l'accélérateur, on utilise le ralentisseur avec précaution, et les mêmes choses pour la boîte de vitesse. Et les entreprises qui doivent faire des grands trajets à leur tracteur en solo, eh bien par sécurité, ils mettent une masse sur la sellette. Hein, on a la possibilité de mettre une masse sur la sellette, ça permet d'avoir du poids sur l'essieu arrière
et ça évite les problèmes qu'on vient de citer auparavant. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis n'hésitez pas à voir les autres fiches que j'ai faites. À bientôt.